Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur BLTV. Grandeur et misère de la presse béninoise. Adrien Atipator, le prix du courage et du professionnalisme. C'est le thème de ce nouveau numéro de votre émission Les Croqueurs de l'Actu. Pour animer cette émission, j'ai sur ce plateau un confrère du groupe de presse Le Béninois Libéré, Aboubakar Takou. Aboubakar Takou, bonjour. Bonjour chers confrères et bonjour chers internautes. Nous avons sur ce plateau comme invité Adrien Atipator, le manager général du groupe de presse Le Potentiel. Chers invités, bonjour. Bonjour chers confrères, amis téléspectateurs de BLTV, bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je laisse la première question à M. Aboubakar Takou qui va vous la poser. Moi, je m'apprêtais pour vous poser la deuxième question. Mais comme la question m'a été... Comme ça m'a été envoyé, je vais... Adrien Atipator, nous avons appris récemment que vous avez été l'objet d'une assignation, d'une procédure judiciaire de la part de ministre du gouvernement et plainte, après laquelle vous êtes retrouvé au niveau de l'OCRC, je crois bien, et de l'OCRC, on vous a envoyé à la Criette. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est vrai, merci. À la suite d'une série de publications, et bien évidemment avant la publication, nous avons procédé à une démarche contradictoire conformément aux règles déontologiques et notamment du Code de l'information et de la communication. Nous avons saisi le ministre en question à qui nous avons posé une série de questions, nous avons demandé des documents, il n'a pas répondu, nous avons attendu disons 2 mois presque avant de faire les publications. À la suite de cette publication, ces 2 différentes publications, nous avons oublié et passé à autre chose. Mais j'étais là tranquillement quand un officier, mon téléphone sonne, un officier de l'OCRC m'appelle pour dire qu'il est porteur d'une convocation pour moi. J'ai dit convocation par rapport à quel délit? L'officier me dit non, il faut que je me présente pour savoir le délit pour lequel je suis convoqué. Je dis mais de laisser la convocation au bureau. Ce qui a été laissé, je me suis rendu à l'OCRC et c'est là-bas qu'on me fait comprendre que c'est le ministre qui a déposé une plainte contre moi pour diffamation et harcèlement. J'ai trouvé ça ridicule. Grotesque. J'ai dit, mais comment on peut m'assigner devant l'OCRC pour diffamation et pour injure? J'ai dit aux officiers qu'il y a vice de procédure. Parce que même l'article 558 du Code du numérique dit clairement que en cas de délit et de diffamation, en cas de délit, notamment la diffamation et l'injure, que c'est le Code de l'information qu'on applique. Et quand on veut appliquer le Code de l'information, la loi a prévu la procédure en la matière. J'ai dit aux officiers qu'ils ne veulent pas parler. Donc du coup, quand on m'a interrogé à l'OCRC, j'ai refusé de parler. Je n'ai rien dit en dehors de la filiation, mon nom et prénom, le nom de mon père et de ma mère, et toutes les autres questions qui ont été posées. J'ai dit, je ne réponds pas. On se retrouve devant le juge. Et pour moi, c'est devant le juge ou devant le tribunal de Cotonou qu'on allait se retrouver. Et c'est seulement le mardi soir qu'on m'appelle pour me dire bon, que c'est à la Criette. Et voilà comment on s'est rendu à la Criette. Et tout à l'heure, je vous dirai un peu ce qui s'est passé là. Vous avez dit que c'est un ministre en fonction ou bien? Bien sûr, c'est un ministre et qui occupe d'ailleurs un portefeuille régalien. Je ne veux pas donner son nom ici, mais qui occupe un portefeuille régalien. Donc c'est un ministre en fonction, un ministre en service là maintenant, donc un ministre du président Talon. Ce n'est pas un ancien ministre, mais un ministre en fonction actuellement. Donc moi, j'aimerais savoir ce qui s'est passé là-bas à la Criette. Ben, à la Criette, c'est vraiment passionnant. C'est pour une première fois que je me présente là-bas. C'est vrai que quand on parle de la Criette, ça fait trembler. C'est vraiment, ça fait vraiment trembler et c'est vraiment stressant. Surtout pour la presse. Surtout pour la presse. Alors, pour aller là-bas, j'ai informé mes avocats. Je dis, mais j'ai été convoqué, mais je ne souhaite pas vous constituer en l'état parce que j'ai des éléments de preuve. J'ai des éléments de preuve qui peuvent me dédouaner si le droit est dit. Alors donc, je suis allé là-bas seul. Le ministre n'était pas là-bas lui-même, mais il a envoyé son conseil technique juridique, donc je suppose un homme de droit. Le procureur spécial Mario nous a reçus, mais en présence de 3 autres magistrats. Donc c'est un collège de magistrats, 4 magistrats qui nous ont écoutés au total. Et là-bas, son conseiller a exposé les faits, la plainte. Et on m'a posé la question, si je reconnais les faits. Mais à la suite de mes détails, j'ai détaillé les trucs avec des preuves à l'appui, la démarche méthodologique. Et c'est quoi la démarche? Explique-moi un peu. Permet à nos jeunes frères journalistes de savoir la conduite à tenir en de pareilles circonstances. C'est quoi le détail? Très bien. En réalité, comme le code de déontologie le dit, et le code de l'information qui est une loi votée depuis 2015 par les députés prévoit
la démarche ici, la loi permet aux journalistes, notamment le Code de l'information et de la communication, dans le cas des démarches professionnelles, de saisir les autorités pour obtenir des documents et des informations, des documents et des renseignements. Et pour obtenir des renseignements, il faut poser des questions. Pour obtenir des documents, la loi dit, c'est l'article 114 du Code de l'information, qui dit clairement qu'on peut écrire et demander des renseignements et des documents. Donc nous avons demandé des renseignements au ministre. J'ai la copie ici. J'ai la copie ici. Donc on a envoyé des courriers pour demander des renseignements au ministre. Il s'agissait d'un marché que le ministre a attribué à son jeune frère. Et le deuxième dossier, c'est un recrutement de son fils. Donc quand on a envoyé le courrier au ministre, dans un premier temps, le ministre nous a répondu par le biais de la personne responsable des marchés publics pour dire que le ministère est actuellement chargé d'accorder 3 jours supplémentaires. La loi a prévu ça également. Les 3 jours sont expirés. Et la PRMP nous envoie encore un autre courrier pour dire de venir consulter les dossiers sur place. Et j'ai répondu aussitôt pour dire non, on n'a pas demandé à consulter les dossiers. On a demandé à obtenir copie. C'est ce que la loi a prévu. Donc on n'a pas demandé. Donc répondez-nous. Ça n'a pas été fait. Ils n'ont pas répondu. Donc déjà, de ce point de vue, le ministre et ses collaborateurs ont violé déjà la loi. Et ça protège le journaliste parce que la démarche contradictoire a été faite. On a demandé au ministre de nous donner sa version des faits, la version officielle. Mais il a refusé, il a choisi de ne pas répondre. Et déjà, quand c'est fait comme ça, la loi nous protège. Dans le deuxième dossier aussi, on a posé des questions au ministre. Le ministre a répondu par le biais d'un coordonnateur de projet pour dire de venir consulter les documents. Et là, c'était tellement ridicule parce qu'on n'a pas demandé des documents dans ce cas. On a juste déposé des questions. Est-ce que le ministre sait qu'en recrutant son fils, est-ce que ça viole les dispositions de la loi? On nous dit de venir consulter les documents. On a dit non. On n'a pas demandé à consulter des documents. On a demandé des réponses. On a posé des questions au ministre. Et comme cela n'a pas été fait, puis vous avez posé la question, doyen, nous avons saisi la RAC. C'est ce que la loi a prévu. Dès qu'une autorité refuse, c'est-à-dire il fait ombrage, et ce que nous appelons le refus ou l'entrave aux sources d'accès public d'information, la loi a prévu que la RAC soit saisie. Nous avons saisi la RAC. Et la RAC dispose d'un délai de 30 jours pour nous répondre. Demander à la personne de nous satisfaire. Mais la RAC n'a pas répondu aussi. Dans le délai, donc la RAC a répondu 46 jours après. Et c'était bien avant ça, c'était trop tard. Nous avons déjà publié nos articles. Donc voilà un peu la démarche. Et la réponse de la RAC, elle disait quoi? Elle faisait sommation au ministre d'avoir... Je n'ai pas lu le courrier que la RAC a envoyé au ministre. Mais par contre, la RAC m'a répondu dans un courrier. Et en faisant une lecture parcellaire, l'alinéa premier de l'article 114, en oubliant sciemment les alinéas 2 et 3 du même article qui disent qu'on peut demander, l'alinéa premier dit qu'on peut consulter les documents sur place aux heures de travail, mais l'alinéa 2 dit qu'on peut demander et obtenir copie du document. Qu'on peut demander et obtenir copie du document. Et c'est ce que nous avons demandé, donc on n'a pas demandé, j'ai répondu à la RAC. À travers un courrier que j'ai encore ici. Donc la RAC a estimé que ta requête n'est pas de bonne foi et que le ministre était fondé à me demander de venir consulter les documents. Et j'ai répondu à la RAC pour dire non, vous avez fait une mauvaise lecture, vous avez fait une lecture parcellaire de l'article. Parce que c'est seulement, la RAC s'est fondée seulement sur l'article, l'alinéa premier de l'article 114. J'ai dit non, ce n'est pas seulement l'alinéa premier, lisons tout l'article. Et quand j'ai envoyé le courrier, j'attends encore. C'est le courrier que la RAC m'a envoyé. Et j'attends la réponse de mon courrier qui a été envoyé parce que j'ai fait des observations à la haute autorité pour dire non. Telle que la lecture a été faite de cette loi, de cet article, il y a problème. De relire encore la loi pour voir ce que la loi prévoit exactement. On ne peut pas faire une lecture parcellaire d'un article, d'une loi. C'est pas possible. La RAC qui est censée nous protéger apparemment n'a pas réussi à implémenter sa vocation de nous protéger. Dans ce cas-là, apparemment, c'est ce qu'on peut noter. Je ne le dirai pas encore parce que la RAC, c'est une institution. L'institution est dirigée par les hommes et l'être humain peut se tromper. Donc, je suppose que c'est une erreur de leur part. Je suppose bien que c'est une erreur de leur part. Avec mon courrier, pour relever les observations, les différentes observations, j'ai fait 4 à 5 observations à la RAC. Et avec ça, je pense qu'une réponse me sera parvenue et sans doute l'erreur sera corrigée. Super. Et à la criette? À la criée, donc, arrivé là-bas, le procureur spécial assisté de 3 autres magistrats
ont écouté le représentant du plaignant, non, le conseil technique juridique du ministre, et ensuite m'a écouté. Et quand il a fini d'écouter, il dit, mais attends, vous avez demandé, vous avez porté plainte contre le journaliste. Alors, les questions suivantes que le procureur spécial a posées sont quoi? Et pourquoi vous n'avez pas envoyé un droit de réponse si vous sentez que l'article est vraiment erroné? Étant donné que, avant d'écrire l'article, le journaliste a pris le soin de vous saisir et vous n'avez pas répondu. Le conseil technique juridique dit, bon, on n'a pas répondu parce que c'est le ministère le plus occupé au Bénin. C'est la réponse qu'il a donnée, que c'est le ministère le plus occupé. Et à moi de dire, mais si c'est le ministère le plus occupé, vous n'avez pas le temps de répondre à ma question. J'ai posé juste des questions, j'ai demandé des documents, vous n'avez pas répondu. Et c'est la loi qui a prévu ça. Vous n'avez pas le temps de répondre à mes questions, mais vous avez le temps d'aller déposer une plainte à l'OCRC. Et le jour où j'étais à l'OCRC, ce conseil technique juridique était là. Vous n'avez pas le temps de répondre ou d'envoyer un droit de réponse, mais vous avez le temps d'aller à la criette. Le procureur lui-même, parce que c'est des professionnels de droit, il a compris. Et ensuite de ça, il dit, mais est-ce que le ministre a vraiment attribué un marché à son frère? La réponse du conseil technique juridique, c'était oui. Est-ce que le ministre a recruté son fils? La réponse aussi, c'est oui. Le ministre dit, mais tout tourne autour de ça. Le journaliste a dénoncé deux faits. Le ministre a recruté son fils. Le ministre a donné un marché à son frère. Et on m'a posé la question, quelles sont les dispositions de la loi qui interdisent au ministre de recruter son fils, de donner un marché à son frère? J'ai lu les dispositions de la loi. Et on a posé encore la question au conseil technique juridique. C'était compliqué. Parce que les faits sont là. Et la démarche méthodologique est là. Très professionnelle. Cette démarche est là. Et donc le procureur a vu, il dit, mais en l'état, il dit, lui, en l'état, je ne trouve pas l'opportunité de le poursuivre parce qu'il n'a pas diffamé. Il est allé plus, il a dit quelque chose. Il dit, vous voyez, si on expose tout ça à la place publique, ce n'est pas bon pour vous. Il vous a marqué des points. Le journaliste à TikTok que vous avez, il vous a marqué des points. J'ai retenu ça, ça m'a beaucoup fait plaisir, surtout quand c'est un homme de droit. Un procureur spécial de la criette, pas n'importe qui le dit, ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a fait du boum au cœur. On lui dit bravo de continuer dans ce sens-là, parce qu'il est un bon exemple. C'est vraiment un exemple. C'est vraiment un exemple. Et lui et ses autres collègues qui l'entouraient, je crois que c'est vraiment l'exemple. C'est comme ça que les choses se passent vraiment à la criette. Moi, je salue l'impartialité, je salue la crédibilité, parce qu'aujourd'hui, le tout ne suffit plus d'être un homme riche ou d'avoir le manteau de ministre pour intimider, entre guillemets, un pauvre journaliste. Et parce que c'était un peu un combat de Goliath contre David. Un ministre qui assigne un journaliste. Et vous imaginez un peu, mais le droit a été dit, et le droit et le potentiel ont triomphé devant ce ministre-là, et c'était quasiment de l'humiliation. D'accord. Au niveau du courrier que le procureur vous a adressé, ou bien adressé aussi au ministre, il disait que le ministre pourrait saisir le tribunal s'il n'est pas d'accord par rapport au jugement qui a été fait. Bien sûr, en réalité, moi j'attendais plutôt le ministre sur ce terrain-là. Le code de l'information et de la communication dit quoi? Dès qu'on écrit un article et vous n'êtes pas d'accord, dès que vous vous sentez diffamé ou injurié, c'est-à-dire la diffamation ou de l'injure, vous saisissez le procureur à travers une citation directe. C'est ce que la loi a prévu. Je crois que c'est l'article 306 du Code de l'information et de la communication qui prévoit cela. Donc, c'est à travers une citation directe. Donc, le ministre aujourd'hui, il est libre de passer par citation directe et de m'assigner. Il est libre. Il est vraiment libre. Et s'il le fait, le débat va se mener devant les juges. Parce que moi, c'est pas des choses qui m'influencent quand on parle de citation directe et tout. J'ai eu la chance de conduire des procédures et le potentiel à gagner un procès contre un avocat dans ce pays et pas n'importe qui, un bâtonnier qui avait une vingtaine d'avocats et on n'avait pas d'avocats. Mais on a gagné le procès. On a gagné des procès contre des officiers de l'armée. On a gagné des procès contre des députés, on a gagné des procès, même pas le passé, contre des ministres. Donc si on nous dit... Et des magistrats aussi. Donc ce n'est pas parce qu'un ministre de la République en fonction veut nous assigner qu'on aura peur. Pas du tout. Là-bas même le débat sera fait et on verra est-ce que le ministre a le droit. Nous on va exposer les faits et surtout la démarche méthodologique qui a été suivie et ce que la loi a prévu et qui nous dédouane. Dès qu'on vous assigne et que vous avez même les preuves des allégations et que la démarche contradictoire n'a pas été faite, on trouve que vous êtes de mauvaise foi. On trouve que vous êtes de mauvaise foi parce que vous n'avez pas fait la démarche contradictoire. Vous n'avez pas écouté l'autre partie. Mais ici, on a décidé d'écouter le ministre qui a choisi de ne pas répondre. Il a choisi de ne pas répondre. Donc aujourd'hui, si le ministre décide de saisir
le tribunal peut avoir des citations, mais ce serait très bien. Le débat va se mener là-bas entre ses avocats les avocats du journal. Monsieur Atipator, confrère Atipator, les journalistes vous ont soutenu dans cette affaire-là? Non, ça c'est... D'abord, quand il y a une convocation de journalistes à la criette, il faut reconnaître une chose. J'ai eu le soutien d'une seule personne, d'un frère, d'un aîné, d'un parrain, d'une icône pour moi. C'est mon doyen qui est sur ce plateau, Aboubakar Takou. Parce que en réalité, quand j'ai reçu la convocation, je n'ai informé aucun journaliste. Je ne voulais pas en faire de tapage. Je ne voulais pas qu'on trouve Adrien a peur et c'est pour ça il allait tout le monde et tout, c'est ça qui a été fait. Des gens diront même que c'est eux qui ont intervenu, c'est eux qui ont appelé, si c'est eux qui ont appelé ça, c'est eux qui ont appelé le ministre pour dire de ne pas. Non, j'ai informé une seule personne et c'est mon aîné Aboubakar Takou qui est sur ce plateau. Il est la seule personne que j'ai informé. Même le patronat dans lequel je suis et dont je suis membre du bureau, je n'ai même pas informé ni le président ni aucun membre du bureau. Donc je suis allé à l'OCRC seul et c'est mon aîné Takou que j'ai informé. Ensuite, en allant à la criette, il est la seule personne aussi, l'unique journaliste que j'ai informé. Ce n'est qu'après ça que j'ai écrit dans le forum WhatsApp du bureau du CNPA pour dire, bon, voilà, je n'ai pas envie de vous stresser, on est à la fin de l'année et tout, je n'ai pas envie de vous stresser, et voilà ce qui s'est passé. Et fort heureusement, le droit a été dit, et puis nous avons gagné contre le ministre à la criette. Le thème de cette émission, les grandeurs et misères de la presse béninoise. En fait, c'est sur ça que je voudrais revenir. Vous, Aboubakar Takou, qui avez vécu une situation du genre après la suspension du Bénin libéré, est-ce qu'aujourd'hui, ce que Adrien vit par rapport à ce qui s'est passé, le cas de Vigile, comment on peut expliquer cela? Qu'est-ce qui fait que les gens ne vont pas à l'école de certaines personnes qui ont déjà de l'expérience? D'abord, je vais demander, après ce que Adrien a vécu, son vécu, dans les sites de la profession, envoyer des courriers à des ministres, à des députés, à des magistrats, à toute personne ayant une charge administrative à répondre à ces préoccupations. Cette démarche, elle est connue combien de personnes dans la presse béninoise? Non. Nos séminaires de formation de journalistes, initiés souvent par des ONG ou par des partenaires et associations fêtières, ne touchent pas les meilleures cibles, les gens qui sont dans le quotidien du métier et qui ont gagné un certain nombre de procès ou qui ont de l'entre-gens dans ce qu'ils font comme journalisme. Quand on a interrogé, moi, je ne veux pas trop évoquer mon cas parce que ça me concerne, j'ai gagné contre la hack et l'institution devant la Cour suprême. En dehors de nos confrères de ceux qui interviennent au CNPA là, Café Média, aucune tribune m'a été faite pour donner cette clé-là aux plus jeunes. Je me rappelle, paix à son âme, notre doyen Folie, quand il a eu le même problème presse, j'ai dit, doyen, est-ce que je peux t'assister? Il m'a dit, non, j'ai des avocats, je vais continuer. On a vu la fin. Ça dit aux Zambiens là-bas, on attend pendant des années. Tu peux avoir le plus petit, Adrien est moins âgé que moi, c'est un jeune frère. Mais regarde la démarche suivie. Ça doit inspirer la jeune génération, ça doit inspirer les autres confrères. Et quand cette démarche-là est suivie, de cette façon, la justice n'a plus la latitude d'aller haute mesure. Donc tu as fait un rapprochement par rapport au cas de Vigile avancé. Oui, Vigile avancé, contrairement aux autres confrères qui ont dit libération pour Vigile avancé, mis son photo en profil. Nous, on a fait le travail de coulisses. Mais on savait que le confrère n'avait pas fait la démarche contradictoire, ce qui est grave. Parce que l'information était trop sensible. C'est vrai que rien n'interdit à un journaliste de dire la vérité. Mais parfois, quand tu veux poser un acte et que tu vois que ça va apporter trop de conséquences au pays, à ta candidature nationale, si tu dois le faire, eh bien, tu te fais entourer des meilleures garanties. Ou du moins, permettre au moins à la partie adverse, enfin, plus ou moins, la partie qui est suspectée d'avoir parlé. Donc, il faut faire cette démarche-là. Donc, visiblement, moi, je ne vois pas défendre cette cause-là. Ce qu'on a pu faire dans les coulisses, c'est d'appeler les autorités à nous comprendre et à comprendre que ce n'est pas élégant, c'est même dangereux de voir un journaliste en difficulté dans une démocratie. Déjà que le pouvoir de Talon est accusé de tout. Pas des gens sincères comme des gens de mauvaise foi. Car il est accusé de fou là, c'est sous le président Talon que la presse est dans les pires difficultés.
Est-ce que ce n'est pas les associations fêtières qui ne font pas une démarche vers le gouvernement? Bon, les associations fêtières ont leur part de raison, mais il y a les confrères eux-mêmes. Tu vois, la dernière fois, c'est une chanson où on dit « Le président ne nous aime pas ». Il nous a déjà reçus. J'ai dit à des jeunes confrères, la dernière fois, on était en réunion, bavardait, bon, une réunion initiée sur le tas comme ça. J'ai dit, chers confrères, demandez aux associations fêtières d'écrire au chef de l'État, de nous demander une audience au cours de laquelle nous allons poser nos problèmes. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Mieux, une seconde fois, j'ai dit, bon d'accord, commençons par écrire directement au chef de l'État pour dire, ah, monsieur le président, nous vous l'avons reçu. Moi, de mon côté, j'ai appelé William, j'ai dit, Frangin, attends, on n'a pas été reçu depuis que le président Talon a bientôt 7 ans. 7 ans, durant, il ne nous a pas reçus. Or, c'est lui qui a coupé l'aide de l'État à la presse privée. Bien évidemment, cette aide de l'État à la presse privée ne nous arrangeait pas dans la corporation. C'était un beefsteak qui se faisait manger par les plus grands. Et ça ne profitait pas ni aux organes de presse, ni aux journalistes. Ça a été suspendu. Il est de bon ton qu'on aille devant notre père pour dire, papa, pourquoi ça là? Pourquoi il n'y a pas eu tant? C'est vrai, des réformes. Mais là, il n'y a pas eu de réforme à notre endroit aujourd'hui. Et pour qu'il y ait de réforme, il faut qu'on se parle. Il faut qu'ils nous reçoivent. Parce que tous les chefs d'État ont toujours fait de recevoir les journalistes. C'est flatteur. Et c'est parce que ce qu'on va dire à cette rencontre qui va être officielle, qui va le pousser. Non, mais ça flatte l'orgueil du journaliste. Parce que nous aussi, on veut se sentir dans le game. On veut se sentir aimé. On veut se sentir concerné. On veut savoir que notre préoccupation intéresse le chef de l'État. Mais apparemment, on n'a rien de cela. Donc, les gens, c'est devenu une chanson, un refrain, une fatalité. Le chef d'État ne nous aime pas. Bon. Est-ce que, en tant que membre du CNPA qui est là, et la réforme au niveau de la carte de presse, depuis 3 mois déjà, personne n'a de carte, je suppose. Est-ce que ce n'est pas déjà une dynamique qui a commencé? Puisque c'est l'ANIP qui doit maintenant imprimer les cartes. Non, je pense même que par rapport à cette réforme d'envoyer l'impression des cartes à l'ANIP a plusieurs autres avantages. L'avantage ici, c'est que, vous savez, ça a été dit qu'il y a des chauffeurs qui ont réussi à obtenir des cartes de presse pour aller voter pour des candidats à la HAC. Mais déjà, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est l'ANIP, maintenant que l'ANIP le fait, l'ANIP a déjà la liste de ces personnes, que ce soit chauffeur ou mécanicien ou même gardien, vigile, dans leur base de données, qui se sont... Non, pas vous. Et donc, ces personnes qui se sont déclarées comme chauffeurs, comme vigiles, dans la base de données, dès que la HAC va envoyer les dossiers, et c'est ce travail qui se fait sans doute, et qu'on va retrouver dans la base de données pour dire, mais lui, il s'est déclaré comme chauffeur, mais si on le voit comme journaliste, ça va permettre à la limite déjà de faire ce tri. L'assainissement, ça va commencer à partir de là. Parce que déjà, ceux qui ont leur CIP, je crois que c'est bien le nom, hein, oui, ceux qui ont leur CIP, avant d'aller déposer maintenant les pièces, ne savaient pas un jour que la HAC allait demander que ce soit l'ANIP qui fasse ce travail-là. Maintenant, c'est ceux qui sont des étudiants en temps, qui sont devenus journalistes, on s'est dit, oui, le gars, il a évolué. Mais un chauffeur ou un vigile, qui dit qu'il est maintenant journaliste et qui a envoyé son dossier, on sait déjà, attention, il faut éviter. Donc désormais, ça va permettre aussi que prochainement, je crois en 2024, pour l'élection de la HAC, je suis sûr, on aura moins de votants. On aura moins de votants. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à cette question-là. Et c'est vrai que depuis 3 mois, ça dure. Mais je pense que les démarches sont en cours. Mais c'est quoi ce processus où on vous arrache la carte de presse écoulée, vous n'avez plus de carte de presse et vous attendez qu'on en produise pour vous. C'est pas bancal par hasard. Bon, je pense que la HAC nous écoute et un travail sera fait dans ce sens. Si la HAC nous écoute, je vais en profiter pour glisser une doléance. Pour les élections, la HAC régule. On aime ça, c'est ce qu'on attend de la HAC. Mais pour la publicité, c'est ça qui doit nourrir les organes de presse. Il y a un travail. Oui, bien sûr. Non. Il y a un travail qui se fait et une loi sera votée. Et au niveau du comité de codification, les choses ont beaucoup évolué. Je ne dirai pas plus, mais les choses ont beaucoup évolué et cette affaire de publicité, ça va se régler. Vous voyez, quand on trouve par exemple des chaînes internationales qui viennent ici faire par exemple la publicité de l'ANIP. Pendant que nous, on est là. Donc je pense qu'il y a un travail qui est en cours.
Ouais, Ah, ouais. ça va sortir quand? Parce que moi, je ne suis pas dans le secret de l'information. Non, non, on va en parler hors caméra et micro. Ah, d'accord. Je suis là, hein, parce que moi, pour l'intérêt de la presse, là, nous, on incarne. Mais si on trouve que c'est nous les plus gros convaincus du siècle. Maintenant, je vais revenir par rapport à la confraternité aujourd'hui au niveau de la presse béninoise. Est-ce que cela existe réellement? Ah non, non, attends, je vais répondre à cette question. Je ne laisse pas rien répondre en place. Confraternité, ce mot-là n'existe pas en réalité. Donc, dans la presse, là, c'est une jalousie bestiale qui n'a pas de sens. Adrien est un criminel en griffe. Pourquoi est-ce qu'il est un criminel? Il a déjà une belle maison, il a une grosse voiture ou deux grosses voitures. Quand vous avez une belle maison, des voitures, un peu d'entre-gens, un peu de classe, vous n'êtes plus professionnel pour les autres confrères. Vous n'êtes plus professionnel. C'est pourquoi le thème choisi m'a beaucoup touché. Ça qui a même milité pour ma présence sur ce plateau. Puis je suis un peu malade, je ne voudrais même pas venir. Oui, c'est parce que vous incarnez la grandeur, je ne sais pas. Ah non, grandeur. Non, non. C'est ce qu'on voit. Je regarde la misère, mais le professionnalisme qu'on va me reconnaître. Regarde la démarche de l'Adrien Antiquator. Ça doit être enseigné même dans les écoles de journalisme. Ça doit susciter de la part des associations professionnelles et même des partenaires qu'on organise des forats, des séminaires pour l'écouter, pour tirer de lui ce gris-gris qui compte pour le professionnalisme au Bénin. Mais non, tu ne verras personne dans les médias si l'occasion se fait de chercher à interroger Adrien Antiquator ou de lui prêter une tribune pour qu'il expose au profit de la génération montante, au profit de ses confrères, sa démarche. Parce que moi qui suis là, soyons francs, j'entreprends des choses comme lui, mais pas aussi méticuleux comme lui. Parce qu'Adrien a le temps. Quand il est derrière toi, d'ailleurs, ce journal s'est illustré comme le journal qui charge des grandes enquêtes. On en est jaloux, ça faut l'avouer. Ah oui, parfois, on en est jaloux. Parce que c'est bien fait. Et quand c'est bien fait, vous savez, quand il y a une confraternité, il y a cette jalousie qui a entamé les liens de solidarité dans la coopération. Il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de confraternité dans les médias au Bénin. Ils vont nous en faire l'hypocrisie en disant que non, on s'aime, on se tient, non. Quand par exemple, Vigile a été convoqué, tu vois, j'en mis sur le profil, libéré. Ça, c'est de 20 mots. Mais qui a fait quoi? Mais lorsqu'il a été libéré, on a vu du monde autour de lui. Non, pour dire c'est le meilleur journaliste, c'est le champion. Mais c'est faux. Disons la vérité. Les champions, c'est ceux qui ont gagné des combats contre plus gros que ceux qui ont fait le métier, exercé le métier dans les styles de professionnels. Par exemple, les courriers qu'on envoie au ministre, là, attends, j'en ai envoyé plus de 10. Ils n'ont pas répondu. Mieux, récemment, la brigade économique et financière, ou bien cette brigade criminelle, on appelle ça maintenant. Ouais. D'habitude, quand ils interpellent les gens, ils prennent leur téléphone. Mais attends, ce n'est pas le nez n'est pas élastique. Ça doit être, ce fait doit être codé par des textes. Je connais des gens qu'on a interpellés, dont on a gardé les téléphones depuis. Est-ce qu'on veut distraire les téléphones? Là, j'en sais rien. J'ai écrit un courrier suivant les dispositions légales au directeur. J'ai fait ampliation au ministre de l'Intérieur, à tout le monde. Il n'a pas réagi. Depuis 2 mois qu'on a adressé le courrier, il n'a pas réagi. Dans ces conditions-là, vous pensez qu'on peut être professionnel, mais nous, on va forcer de l'être. Et quelle accusation fêtière va vous épauler si vous attaquez par rapport à ça? Rien. Des ministres à qui on envoie des courriers pour répondre ne réagissent pas. Le cas battant est là. Et comme ça, vous pensez que les journalistes sont considérés? Non, non, non. On a fait tout fait et nous-mêmes, on est complices. Parce que tu ne verras jamais un journaliste défendre réellement un autre. Et tu ne verras jamais un journaliste offrir à un autre confrère qui a bien fait la possibilité d'exposer ce qu'il a fait, d'être révélé et pour susciter des vocations au niveau des autres. Ça, c'est pas la confraternité. Il y a le gouvernement qui prête main forte à ce déclin des liens qui doivent lier. Il y a nous, journalistes, par peur, ou je sais pas, ou bien par gourmandise, on ne fait rien et la presse se meurt. Mais nous, on a juré, nous, on sera le flambeau qui a fait réveiller la presse au Bénin. Advienne que pourra. Sous cette rupture. Oui, cette rupture. Notre rupture. Là, nous sommes du système. Et de l'intérieur, là, on va corriger ce qui ne va pas. Advienne que pourra, je précise. Parce que nous sommes des prisonniers ambulants, je précise. Ok, merci. Par rapport à notre invité, aujourd'hui, on regarde du potentiel. Que le potentiel a, je pèse bien mes mots. Ah, là, tu flattes trop le confrère. Nous sommes un groupe de presse. Et j'en profite. Ah oui. À ceux qui disent
qui croit que Adrien Atipator, c'est l'autre Takou. Ah non, non, il a dit des fois on fait 3 mois sans se parler. Ah, mais les gens disent que c'est la même maison. Non, 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 c'est pas la même maison. Il faut leur dire ça aujourd'hui. C'est mon jeune frère, c'est un ami, c'est un frangin, il est tout pour moi. Mais quand on commence le travail, Adrien devient un problème pour moi. Moi, j'ai des amis. Il a des amis aussi. Moi, je ne veux pas juste journaliste d'engagement. Je ne veux pas attaquer un ami. Ça là, ne soyez pas hypocrite en disant que le journaliste, non, il dénonce tout. Non, quand c'est mon ami, je ne veux pas dénoncer. Moi, j'ai des amis, j'ai un âge, j'ai tissé des relations, j'ai un entre-gens que j'entretiens. Maintenant, quand quelqu'un que moi, je dois caresser, parce que je suis une entreprise commerciale, après tout, dans le sens du poil, le lendemain, quand tu entends, tu vois Adrien le plumer totalement. Et on dit, ah non, quand Takou ne peut pas faire l'envoi ça à Adrien, je l'appelle pour dire, mais je ne ferai attends. À la limite, j'ai même envie de lui dire, mais avant de plumer quelque chose, informe-moi. Ce auquel je n'ai pas droit. Donc, il m'énerve, je le mine 2 mois, il dit, ah grand frère, oublie, non? Je dis, mais pas oublie, toi tu attaques mes amis, je suis désolé. Donc, je souffre trop de Adrien et je profite de cette pour lui dire que les gars là, si Adrien vous avez des problèmes, vous pouvez passer par moi pour régler. Mais ne pensez pas que je suis dedans. Hein. Adrien, je ne suis pas dedans. Je le dis. On est plus frères quand c'est le travail. Ok. Voilà, quel conseil le manager du potentiel a donné aux confrères aujourd'hui en matière d'enquête journalistique? On évite ces cas de vigile où il faut souvent avoir peur du tribunal ou bien de la criette surtout. Non, l'unique conseil, parce qu'on me fait la méthode tout à l'heure qu'il est là, mais l'unique conseil aujourd'hui, c'est ça prend vraiment de temps, parce que ce n'est pas facile dès que vous avez une information chaude comme ça et d'attendre 2 mois avant de publier, ce n'est pas facile. Mais l'unique conseil, c'est la démarche méthodologique, la démarche professionnelle, de tout faire, même quand on a des éléments de preuve, de faire la démarche contradictoire, d'écouter l'autre partie obligatoirement pour équilibrer l'information. Ce qui est difficile, parce que l'autre partie de la question là, il ne veut pas nous permettre d'avoir l'information. Voilà. Et dans ces conditions, dans ces conditions, dès que la démarche est faite, il faut les allumer, oui. Dès que la démarche est faite et que la personne refuse de répondre, ça vous protège juridiquement parlant. Et finissons aussi avec les démarches de je l'ai appelé au téléphone, non. Sauf des cas, il y aura des cas, on peut appeler au téléphone, mais envoie toujours des courriers pour laisser des traces, pour laisser des preuves. Parce qu'un homme politique que vous appelez peut toujours dire, il ne m'a jamais appelé, je n'ai jamais vu son numéro, et je ne connaissais pas son numéro. En laisser toujours des traces et des courriers avec des décharges, ça protège devant la loi. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous, avec les téléspectateurs et aussi la contribution. Non, moi j'ai un dernier mot. Ok, allez-y. Nous sommes à la fin de l'année. Que les choses tombent mieux, que le président se décide enfin à recevoir ses enfants. Nous sommes les enfants pauvres du régime. Ce n'est pas élégant. Le chef de l'État doit prendre sa responsabilité, nous recevoir, nous écouter, et que les réformes nous atteignent aussi. Parce que quand il y a réforme, il doit y avoir une contrepartie positive. Nous la voulons, cette contrepartie positive. Si il estime que nous ne sommes pas dans la corporation suffisamment intelligents, structurés pour nous sortir d'affaires, alors qu'ils nous prêtent main forte, qu'ils nous reçoivent. C'est élégant, ça fait relation père et fils, on en a besoin. Je l'ai dit au conseil, enfin, à mon confrère William Mouedi, c'est parce qu'il a pu transmettre le message, il est temps qu'on nous reçoive. Merci pour ces mots et j'espère que le président aurait entendu et que d'ici à là, peut-être la nouvelle année sourira finalement à la presse béninoise. Merci pour ces échanges, chers invités et puis chers confrères. Et chers amis internautes, voilà, nous sommes à la fin. Donc prenez le rendez-vous du prochain numéro. À bientôt. Merci.